And everything around is changing like the weather of a big black storm. No. Chapitre 7. Deuxième principe de la thermodynamique. Deuxième principe. Entreprise. Si vous avez dans l'idée un jour d'inventer une machine à mouvement perpétuel, je dois vous avertir que l'Académie des sciences, depuis pas mal de temps, a décidé d'arrêter d'étudier toutes les demandes qui avaient été formulées, de faire des machines à mouvement perpétuel. Je vais parler à juste 2 secondes de ça. C'est quoi une machine à mouvement? Voilà. C'est quoi une machine? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une machine à mouvement perpétuel? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement perpétuel? Ah, lui donne une énergie au départ. C'est un frigo, c'est un cycle en autarcie. Alors, d'accord. Donc dans ce cas, ça existe alors, parce que regarde le mouvement de la Terre au niveau autour du Soleil, par exemple. C'est un mouvement perpétuel, ça. Non, ouais, c'est quelque chose où il ne faut pas qu'il y ait de dépenses d'énergie, c'est ça, non? Précise. Bah, par exemple, dans un mouvement perpétuel, il ne faut pas qu'il y ait d'énergie qui soit dépensée, qui soit réintroduite. Par exemple, si on faisait un moteur qui dépense de l'énergie, mais qu'on rejette cette énergie dans le moteur, ça ne marcherait pas, par exemple. C'est ouais, pas dans le principe. D'accord, c'est ça effectivement l'idée. Alors, en fait, il y a deux choses un peu différentes qu'on appelle mouvement perpétuel. Il y a tout d'abord parmi les demandes, les propositions de mouvement perpétuel qui étaient faites à l'Académie des sciences, ils ont arrêté. La première, c'était on va créer de l'énergie. On a un système qui sort plus d'énergie que ce qui lui rentre. Donc ça s'appelle un mouvement perpétuel de première espèce. Final. Initial. Alors ça paraît peut-être un peu débile, mais en fait, si vous allez dans les forums de discussion de sciences, vous en voyez plein de trucs comme ça, des gens qui se disent, qui font des trucs malins avec des aimants notamment. Ça, les aimants, vu que c'est un peu plus difficile à comprendre, pas mal de gens tombent dans le panneau d'erreur liée au magnétisme. Les gens vous montrent des machines avec des aimants, où au départ il est au repos, il y a des aimants collés sur le disque et puis d'autres aimants ailleurs, et on a l'impression, comme ça, en analysant bêtement le truc, qu'au bout d'un moment il se met en mouvement, il se met à tourner et aucune énergie n'a été dépensée. Donc vous avez l'énergie cinétique de rotation alors vous n'avez rien apporté. C'est pas le cas. Hein. Il y a l'énergie, il faut prendre tout en compte, l'énergie des aimants, l'énergie magnétique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et en fait, la raison pour laquelle c'est pas possible, ça c'est vraiment le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe vous dit l'énergie totale est conservée. Elle peut être éventuellement mise sous forme de chaleur, stockée sous forme d'énergie interne, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Après, on peut imaginer des choses plus malignes. Ce qu'on appelle un mouvement perpétuel de seconde espèce. Et ça c'est quelque chose de plus subtil. L'énergie est effectivement conservée, mais on va prendre de l'énergie à un endroit où il y en a beaucoup et où on ne veut pas qu'elle soit, pour la mettre à un endroit où ça nous arrange. Un exemple typique de ça, quelque chose qui a été imaginé au XIXe siècle, c'était la situation suivante. Vous avez la mer, ici, qui a une température la température moyenne de la mer, 2 degrés, 5 degrés. Et vous avez un bateau qui avance sur la mer, et il n'a pas de moteur, enfin, il a des moteurs, mais il n'a pas de carburant. Et les gens avaient essayé d'imaginer un bateau qui prendrait l'énergie dans la mer,
on va voir tout de suite comment, et qui s'en servirait pour faire marcher ces moteurs. Donc, qui transformerait la chaleur contenue dans la mer, c'est un échange de chaleur entre la mer et le bateau, et qui transformerait ça en travail pour le faire avancer. Et la base de raisonnement, c'était la suivante. Imaginez que le bateau, quand il se balade comme ça sur l'eau, il a accès autour de lui à une certaine quantité d'eau, je ne sais pas, disons 1000 mètres cubes. Prenons un volume de 1000 mètres cubes d'eau à 5 degrés. Et imaginez que le bateau, il arrive à faire passer cette eau à la température de 1 degré. D'accord? D'une manière ou d'une autre, il a un dispositif qui il trempe dans l'eau et il arrive à extraire l'énergie interne qui se trouve dans cette eau. Quelle est la quantité d'énergie qui peut être ainsi gagnée par le bateau? C'est facile à calculer. L'énergie interne de l'eau, la variation de l'énergie interne de l'eau, quand elle passe de 5 à 1 degré, c'est la capacité calorifique de l'eau, c'est-à-dire 4,18 joules par kilojoules par kilogramme. Et par Kelvin. Donc il y a 4 Kelvin différents, ça fait 4 ici. Et il faut multiplier ça maintenant par le nombre de kilos qu'il y a là-dedans. Il y a combien de kilos dans le 1000 mètres cubes d'eau? 1 million, 10 puissance 6. Donc 4 fois 4, 16, ça fait à peu près 1,6 fois 10 puissance 10 joules. Ça fait 16 gigajoules. Donc c'est beaucoup, hein. Ça fait une énergie assez grande. Si maintenant vous prenez l'énergie le volume de tous les océans, vous pouvez poser la question, bah, si on avait un dispositif comme ça et qu'on ne s'inquiétait pas des conséquences biologiques, par exemple de refroidir un peu la mer, de combien est-ce que la mer se refroidirait si on pompe toute l'énergie utilisée par le monde entier pendant un an dans la mer. Si vous faites le calcul, vous apercevez que c'est petit, hein, c'est une fraction de Kelvin, une fraction de degré. Par an, si on arrivait à diminuer la température de la mer de 0,1 degré, on arriverait à couvrir nos besoins énergétiques actuels sur Terre. Pourquoi ça n'a pas été fait? Enfin, c'est bête, pas plus. Oui, alors c'est pas bête du tout, effectivement. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que c'est pas possible. Justement, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. La raison pratique à ça, c'est que si on veut transférer de l'énergie d'une source froide vers un autre endroit, il faut disposer d'une source plus froide. Si je te donne une source à 5 degrés, une bassine d'eau à 5 degrés, et que je te dis maintenant va récupérer la chaleur qui est là-dedans, comment est-ce qu'on fait? Voilà, il faut avoir un corps à une température plus petite que 5 degrés, le mettre en contact, et dans ce cas, la chaleur, elle va aller du chaud vers le froid. Mais il y a un point essentiel, c'est que la chaleur ne va jamais du froid vers le chaud, spontanément. Spontanément, on a vu tout à l'heure dans le cas du frigo que si on apportait le travail, il pouvait le faire. Mais spontanément, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, le fait que spontanément la chaleur aille du chaud vers le froid, ça interdit en fait ce genre de dispositif. Après, vous pouvez essayer d'être malin, d'essayer de dire on va quand même essayer de le faire, etc. Les gens ont essayé pendant longtemps, et l'Académie des sciences en a ras-le-bol et ils ont arrêté de prendre ces demandes. Ce n'est pas possible. En tout cas, les lois de la thermodynamique l'interdisent. Ce qu'on va voir dans ce cours-là sur le second principe, c'est la formalisation de ça. On va voir un principe physique qui limite la possibilité de faire ce genre de dispositif-là. Et en fait, on va voir aussi que du coup, ça limite le rendement des machines, par exemple, et c'est ça qui va nous interdire, qui va interdire aux machines d'avoir un rendement plus grand que le rendement de Carnot. Donc ce qu'on va faire dans ce cours, c'est un principe qui formalise ça, qui nous dit pourquoi est-ce que les mouvements perpétuels de seconde espèce sont aussi interdits. Pourquoi ce type de mouvement-là n'est pas autorisé. Donc on commence avec l'énoncé du second principe. Alors. Donc je remets un 2 parce que ce qui va se passer, c'est que ça, je vais mettre à la place du 2 d'hier dans ma vidéo. Donc le 2 d'hier, hop, je vais l'enlever, je vais mettre ça. Vous vous rappelez que quand on a une transformation thermodynamique qui emmène d'un état A à un état B, imaginez que je représente ça par exemple dans un diagramme avec la pression et puis le volume, par exemple, plutôt le volume et puis la pression, comme ça. On va de là.
Si la transformation elle est quasi statique, quand on passe de là à là, on passe par une série d'états d'équilibre et du coup on décrit un chemin dans ce diagramme. Entre parenthèses, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire si la transformation n'est pas quasi statique. Non, écoutez par contre parce que ça va être subtil, donc si vous loupez des mots, c'est sûr que ça va être encore plus difficile. Ouais, on va y arriver. Bonjour, entre. Donc on peut passer, si la transformation n'est pas quasi statique, on peut passer de A à B sans du tout passer par des états intermédiaires. La définition de quasi statique, c'est vraiment ça, c'est que pour aller de A à B, on passe par tous les états intermédiaires et donc on fait un chemin. Ça, je vais l'appeler chemin 1. On peut imaginer une autre transformation qui mène de A à B par un autre chemin, le chemin 2. On peut imaginer autant de chemins qu'on veut comme ça. Le long d'un petit bout de chemin comme ça ici, ça, si le petit bout est suffisamment petit, c'est ce qu'on appelle une transformation élémentaire. Et ici, là, on avait noté delta W et delta Q. C'est quand le travail reçu ici pendant la petite transformation qui est ici, et delta Q, la quantité de chaleur reçue par le système au cours de cette transformation. Le travail total, je vais le noter comme ça, c'est l'intégrale du delta W. Q, c'est l'intégrale du delta Q. Donc ça, c'est le travail reçu au cours de la transformation, et ça, c'est la quantité de chaleur reçue au cours de la transformation. Et on avait vu que ces deux quantités dépendent du chemin suivi. Si vous calculez W le long de ce chemin-là, vous allez trouver une certaine quantité. Vous calculez W le long de ce chemin-là, vous allez en trouver une autre. Le premier principe nous disait que la somme de ces deux quantités ici, elle, ne dépendait pas du chemin choisi. Maintenant, il y a autre chose qui ne dépend pas du chemin choisi, et c'est ça qui va constituer une partie de l'énoncé du second principe, c'est que pour des transformations réversibles, il se trouve que la quantité delta Q sur T, si elle on l'intègre le long du chemin, ça ne dépend pas effectivement du chemin choisi. Alors, c'est pas du tout évident, hein, comme je le disais hier, c'est pas quelque chose de... Je m'attends, vous disiez, bah oui, bien sûr, c'est évident, non, ça ne l'est pas, historiquement, ça a mis du temps à être réalisé. Donc, certes, ça et ça, même celui-là tout seul, quand on ajoute les petits delta Q ici le long de la transformation et qu'on les somme pour faire la quantité de chaleur totale, ça, c'est pas une fonction d'état, enfin plutôt ça dépend du chemin choisi, c'est pas le même pour C1 et pour C2. Par contre, si à chaque étape on divise par la température du système, la température courante du système, comme ça, et qu'on ajoute les petits delta Q sur T, ça ne dépend pas du chemin suivi. Donc c'est un résultat vraiment fort et assez inattendu a priori. Et du coup, la quantité cette quantité-là, si elle ne dépend pas du chemin choisi, on peut considérer que c'est la variation d'une fonction d'état. Donc ça veut dire qu'il existe une fonction d'état S tel que, alors je vais l'écrire sous deux formes différentes, ou bien delta S est égal à intégrale de delta Q sur T, ou je peux aussi l'écrire sous une forme élémentaire, ds égale delta Q sur T. J'insiste ici que tout ça c'est pour des transformations qui sont réversibles. Ce que j'avais fait hier, je vais le refaire ici. Je vais mettre du coup des petits rêves sur les delta Q pour bien préciser. Voilà, donc ça va être la moitié de l'énoncé du second principe. Il ne dit pas ça, il ne dit pas seulement ça le second principe, mais il dit en particulier ça. Donc, il existe une fonction d'état telle que delta Q réversible sur T est égale à T. C'est cette fonction qu'on appelle l'entropie. Ça, je vais l'appeler la proposition 1. Par ailleurs, pour un système isolé, donc
ça qui diffère un petit peu ici, je vais m'intéresser pour l'instant. Je vais l'énoncer juste pour le principe, pour le système isolé. Pour un système isolé évoluant spontanément, c'est-à-dire pas forcément de manière réversible, on a delta S supérieur ou égal à 0. La variation d'entropie du système, si le système est isolé et évolue spontanément, nécessairement augmente au cours du temps. L'entropie augmente au cours du temps. Ça, c'est la proposition 2. Ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, c'est l'ensemble de ces deux propositions. 1 et 2 constituent l'énoncé du second principe de la thermodynamique. Première conséquence. Bon, tout d'abord, pour se débarrasser de quelque chose, je voudrais qu'on étudie, qu'on s'intéresse au cas d'un thermostat de température T0. Donc on imagine ici un corps qui a la température T0 qui ne varie pas, on peut lui donner de la chaleur ou en prendre, enfin, il peut échanger de la chaleur avec l'extérieur sans que sa température varie. On a déjà évoqué c'était la notion de thermostat avant dans le cours et comment on pouvait le réaliser. Bon. Ce thermostat, il échange de la quantité de chaleur Q avec l'extérieur, il peut en recevoir ou en donner. On note Q, la quantité de chaleur reçue par le thermostat. La variation d'entropie du thermostat est facile à calculer, puisque ds c'est égal à delta Q. J'imagine une transformation réversible qui change le thermostat de la même manière, c'est-à-dire qui lui amène la même quantité de chaleur. Et donc la variation d'entropie du thermostat est donnée par cette quantité d'après l'encadré 1 ici, la partie 1 de l'énoncé. La température du thermostat ici, c'est T0, c'est toujours la même. Donc, la variation d'entropie du thermostat s'intègre, disons la quantité qui est ici s'intègre facilement, puisque dans l'intégrale qui est ici, le T0 sort de l'intégrale. Donc on a 1 sur T0 intégrale de delta Q rêve, c'est-à-dire c'est delta Q sur T. C'est Q même la quantité de chaleur sur T0. Donc la variation d'entropie d'un thermostat, c'est vraiment quelque chose qui est facile à calculer, c'est juste la quantité de chaleur échangée divisée par la température du thermostat. On va avoir besoin tout de suite de ça, mais retenez-le aussi quand vous avez des exos, vous avez besoin de calculer la variation d'entropie du thermostat. Deuxième conséquence. Imaginons maintenant un système qui peut interagir. Alors, je vais donner tout de suite le terme que je vais introduire, un système qui décrit un cycle qu'on appelle monotherme. Ce qu'on appelle un cycle monotherme, ça veut dire que le système est en contact avec une seule source, avec un seul thermostat. Dans le cours là qu'on a fait la fois d'avant sur les machines thermiques, on avait des cycles dithermes, on avait deux sources de température, une chaude, une froide. Pour l'instant, là, je veux juste considérer un cycle monotherme, parce qu'il y a un résultat important associé à ça. Si le système décrit un cycle monotherme, donc il échange avec un seul thermostat, on va calculer, on va étudier les conséquences du second principe ici, sur ce type de système. On va voir que c'est assez particulier ce qu'on a dit. Ce que dit le second principe, sous la forme qui est ici, c'est que delta S supérieur ou égal à 0. Pour un système qui est isolé. Pour un système isolé. Est-ce que le système que je considère ici est un système isolé?
Il ne l'est pas parce qu'il est en contact avec un thermostat. Isolé, ça veut dire qu'il sera en contact avec rien. Il n'échange pas de travail, pas de chaleur avec l'extérieur. Donc lui, il n'est pas isolé, donc il ne vérifie pas ça. Par contre, l'ensemble thermostat plus système, ça c'est isolé. Donc l'inégalité qui est ici s'applique pour l'ensemble thermostat plus système. Alors, petite parenthèse ici. L'encadré 2 ici du second principe semble ne pas être super intéressant parce que ça fait intervenir que des systèmes isolés. Et dans la plupart des cas, les systèmes ne sont pas isolés. En fait, l'encadré 2 est super intéressant et super général parce que quel que soit le système que vous considérez, vous pouvez toujours lui ajouter des choses pour en faire un système isolé. Donc ça vous dit quelque chose en fait sur l'ensemble des systèmes. On va le voir maintenant. On va voir exactement maintenant comment est-ce que cette proposition ici sur un système isolé se traduit sur un système qui ne l'est pas. Donc, pour l'ensemble thermostat plus système, on a cette inégalité. L'entropie, alors je ne l'ai pas dit ici, je vais le faire maintenant. L'entropie, c'est une quantité qui est extensive. Donc l'entropie de l'ensemble des deux systèmes, c'est la somme des entropies. Donc on a le delta S du système, plus le delta S du thermostat, supérieur ou égal à 0. Je m'intéresse ici au système. Je vais noter Q, la quantité de chaleur reçue par le système. Si le système reçoit la quantité de chaleur Q, le thermostat, lui, reçoit la quantité de chaleur moins Q. D'accord? Donc, le delta S du thermostat, c'est, d'après ce qui est juste au-dessus, la quantité de chaleur qu'il a reçue, c'est-à-dire moins Q, divisé par sa température, T0. Donc voilà la variation d'entropie du thermostat, et ça, je vais le mettre dans l'inégalité qui est ici. Puisque ça nous dit maintenant que delta S du système moins Q sur T0 est positif. C'est-à-dire, delta S du système est supérieur ou égal à Q sur T0. Là, on est maintenant en train d'étudier un cycle qui est monotherme. Qu'est-ce que ça nous dit de plus sur les quantités qui sont là? Vous le savez, parce que vous me l'avez dit hier. Ouais, de quoi qu'il faut 0? Ouais. S est une fonction d'état. Donc, la variation autour de tout un cycle, c'est 0. Ben voilà, on vient de montrer que Q est négatif. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Q est négatif. Par ailleurs, d'après le premier principe, delta U est égal à Q plus W. W, c'est cette fois-ci le travail reçu par le système au cours du cycle. Et ça vaut combien? 0 aussi, pour la même raison. U est une fonction d'état, on décrit un cycle, donc ça vaut 0. Donc si Q est négatif, on a W c'est égal à moins Q, donc ça c'est positif. On vient de montrer un résultat super important là. On ne le voit peut-être pas parce que c'est écrit sous forme mathématique, mais je vais vous le dire autrement. Pour un système qui décrit un cycle monotherme, donc si on a un seul thermostat, vous ne pourrez jamais faire un moteur avec ça. Avec un seul thermostat, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à faire venir de la chaleur dans votre système, à faire sortir de la chaleur de votre système, Q négatif, et à faire rentrer du travail. Donc vous allez absorber du travail et faire de la chaleur. Vous allez faire des frottements en fait, voilà. Des frottements, c'est un bon moyen de faire ça. Mais vous n'allez jamais réussir à faire un moteur.
Ça, c'est un des énoncés du second principe. C'est celui que je vous ai lu hier, en fait. J'en ai lu quelques-uns. C'est l'énoncé de Clausius. Il n'existe pas de moteur basé sur un cycle monotherme. Quand on fait des traitements, Q il est positif, puisque le système il gagne en chaleur, non? Ça dépend ce que tu appelles le système. Si je prends un truc qui frotte par terre et que je le pousse, si le système c'est le truc que tu es en train de pousser, le système reçoit du travail parce que tu es en train de toi le pousser, et il donne de la chaleur à l'extérieur parce qu'il chauffe le sol sur lequel il frotte. Après, ça ne veut pas dire que lui, sa température n'augmente pas non plus, hein. C'est juste que le bilan est négatif. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça c'est donc une des manières de faire la thermo. D'ailleurs, un des premiers énoncés du second principe, c'était ça. Donc là, on vient de montrer que l'énoncé qu'on a donné impliquait ça. On peut montrer l'inverse, on peut montrer que ça aussi, ça implique l'autre, que c'est équivalent en fait. Donc dire ça, en fait, c'est aussi donner l'énoncé du second principe. Ça va, ça? Donc si vous voulez faire un moteur, il faut une source chaude, une source froide au minimum. Avec une seule source froide, ou une source même de la température que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Maintenant, on va considérer un système qui décrit un cycle ditherme. On va revenir sur cette notion de rendement de Carnot qu'on a vu hier. Système qui décrit un cycle ditherme. Avec une source froide, température T1, une source chaude, température T2. Et on va refaire le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on va calculer la variation entropie de tout l'univers, en fait. En thermo, c'est un peu grandiloquent. L'ensemble système plus extérieur, on appelle ça l'univers. Parce que dans le cas des deux, là, le delta S dont on parlait, c'était le delta S de l'univers, pour un système qui est isolé. Et l'univers, c'est toujours un système isolé par définition. Pour ce système, donc, plus son extérieur, c'est-à-dire les deux sources et le système, le delta S total, supérieur ou égal à 0, ça c'est l'énoncé du second. Maintenant, si notre Q1 et Q2, les quantités de chaleur qui sont reçues par le système de la part des deux sources thermiques. W, le travail reçu. De la même manière que tout à l'heure, l'entropie, la variation d'entropie de l'huile, delta S, je vais l'appeler delta S1 pour le thermostat 1, c'est égal à la quantité de chaleur que reçoit ce thermostat, c'est-à-dire moins Q1, divisé par sa température, T1. De la même manière, lui, sa variation d'entropie, c'est moins Q2 sur T2. Et si je m'intéresse à la variation d'entropie du système, je note delta S tout simplement. Delta S plus delta S1 plus delta S2 est supérieur ou égal à 0 d'après ce qui précède. Et donc delta S moins Q1 sur T1 moins Q2 sur T2 supérieur ou égal à 0. Delta S est plus grand que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Je l'encadre, parce que ça va nous conduire à un résultat intéressant. Je vais refaire la démonstration du rendement de Carnot. On a pour 2 minutes. Oui. C'est delta S2, c'est moins Q2. Parce que le thermostat reçoit la quantité de chaleur moins Q2. Par définition, Q1 et Q2, c'est la quantité de chaleur qui sont reçues par le système. Voilà. Donc lui, si lui reçoit Q2 de la part de ce thermostat-là, le thermostat reçoit moins Q2.
allez-y, hein, posez ce genre de questions, parce que c'est vraiment ça la subtilité. C'est pas très très compliqué, hein, mais c'est ce genre de subtilité de quel est le système auquel on s'intéresse, pourquoi il y a un signe moins, tout ça. Donc si quelque chose vous semble bizarre, dites-le. Vous pouvez refaire la démonstration là, de tête de comment est-ce qu'on calcule le rendement de Carnot à partir de ça. Vous vous rappelez comment on fait? Je me rappelle de quoi on arrive. Ok. On arrive à quoi? R est égal à 1 moins T1 sur T2. Ok, d'accord, ça va être le résultat. Alors, en fait, c'est exactement la même chose qu'ici. Hein. On va dire qu'on est sur. On décrit un cycle. Hein. Je n'ai pas encore utilisé cette information-là. Décrire un cycle, ça veut dire quoi là-dedans? Delta S est égal à 0. Donc, comme on a un cycle, on a d'une part que delta S est égal à 0. Donc, ça veut dire que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est négatif. D'autre part, delta U est égal à W plus Q1 plus Q2 est aussi égal à 0, fonction d'état. Donc, W est égal à moins Q1 moins Q2. Le rendement, c'est donné par la valeur absolue de W. Pour un moteur, le travail est négatif, donc la valeur absolue de W, c'est moins W. Donc le rendement, c'est Q1 plus Q2 divisé par Q1. Donc je divise par le bon, attention, c'est celui qui vient de la source chaude. Q2, c'est lui qui nous coûte. Voilà. Donc on se retrouve simplement avec Q1 sur Q2 plus 1. Et si vous regardez d'après l'expression qui est ici, Q1 sur Q2, c'est toujours plus petit que moins T1 sur T2. Voilà. Donc effectivement, on trouve que le rendement d'un cycle diterme est forcément plus petit que 1 moins T1 sur T2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rendement de Carnot. Entre parenthèses, non pas entre parenthèses, remarque. Là, on vient de montrer que R était toujours plus petit que cette quantité-là. Mais on n'a pas montré qu'on pouvait effectivement atteindre ce rendement-là. Ça se trouve, on a vu l'autre fois qu'on a T1 égal à 100 degrés et puis T2 égal à 20 degrés. On trouvait des rendements de l'ordre de 25%, je crois, le rendement là, ou 20%, ça peut être 20%. Bon. Mais ça se trouve, avec les machines thermiques qu'on peut faire, on arrive peut-être qu'à 5 ou à 6. Ça ne veut pas dire ça qu'on arrive effectivement à faire des machines constantes. Mais en fait, on a vu que si on a calculé le rendement du cycle de Carnot, on a vu que le cycle de Carnot justement arrivait à ce rendement-là. Donc on a d'une part, on a réussi à montrer d'une part qu'on arrive à atteindre le rendement 1 moins T1 sur T2 avec la machine de Carnot, et d'autre part, on vient de montrer que c'est le rendement maximum, on n'arrivera jamais à faire mieux. Donc la meilleure machine thermique qu'on puisse faire, c'est la machine qui marche avec un cycle de Carnot. Monsieur. Oui. Le rendement, on le calcule avec le travail qui est fourni à l'extérieur par le système sur ce qui nous a coûté. Ici, pour un moteur, c'est le travail qui a été fourni par le système, oui, c'est ça. À l'extérieur, c'est lui. Là. Et j'insiste bien, au dénominateur, on ne compte pas Q1 ici, parce que ça, c'est quelque chose qui ne nous coûte rien. En fait, ça va dans ce sens-là, Q1. Il est négatif, Q1, donc l'énergie va vers la source froide. Et une fois qu'elle est dans la source froide, on ne peut plus rien en faire de toute façon. Ça va, ça? Bon. Ah oui, si je veux vous dire quelque chose aussi que je n'ai pas dit hier, ça va être sous forme de remarque. Et là, c'est vous qui allez jouer, parce que vous n'avez pas encore beaucoup joué aujourd'hui. Unité physique, quelle est l'unité physique de l'entropie? Des joules. Fois Kelvin. Des joules par Kelvin. Vous voyez ça où? Partout, hein. Là, enfin voilà, c'est là, là. C'est effectivement une quantité de chaleur divisée par une température. Donc l'entropie s'exprime en joules par Kelvin dans un système international.
Est-ce qu'on peut mesurer la variation d'entropie d'un corps? Est-ce qu'il y a des entropimètres? La quantité de chaleur et la température. Ouais. Non, tu as. Ouais, alors, c'est une excellente remarque. On peut. De toute façon, du moment qu'on a un moyen de calculer, on peut l'estimer. Hein. Si on a un moyen de mesurer les quantités de chaleur et de mesurer les températures, plus précisément, si on insiste, la variation d'entropie élémentaire sur réversible, c'est delta Q ref sur T. Si on a l'association d'un thermomètre. Pardon? Si on a l'association d'un thermomètre et d'un système par exemple de mesurer la quantité de chaleur. Tout à fait, exactement. Donc si on met un thermomètre dans le système et puis qu'on a un système qui nous permet aussi de dire de quelle est la quantité de chaleur qui est passée dans le système, ben en fait on intègre cette quantité-là au cours du temps et on y arrive. Donc effectivement, ça existe. Alors je ne pense pas que ce soit très répandu donc, ces instruments de mesure. Je sais que ça a été construit, il y a des gens qui l'ont fait ne serait-ce que pour montrer que c'était possible. Après honnêtement, moi j'en ai jamais vu, je ne sais pas si même ça se vend. En tout cas, c'est quelque chose qui peut effectivement se mesurer. Ok. Ah oui, ça aussi. Hier, j'avais pas la patate en fait, hein, c'est pour ça aussi. Ça joue. Lundi matin à 8h30, c'est pas humain. Vous, c'est pas pareil. C'est encore pire. Non, il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire, puis je suis parti sur autre chose et je ne vous l'ai pas dit du tout comme je voulais. Donc, et ça va prendre vraiment 30 secondes. C'est une autre remarque aussi. On va imaginer une situation vraiment simple où on met deux thermostats en contact l'un avec l'autre. C'est violent, hein. Un truc chaud avec un truc froid. Je vais mettre un petit espace entre les deux. Ils sont en contact, mais c'est juste parce que j'ai envie de mettre ici la quantité de chaleur au cul. Donc ça, c'est deux thermostats. On les met ensemble et on considère que le tout forme un système isolé. Je voudrais qu'on regarde ensemble les conséquences du second principe sur ce genre de situation. Le second principe nous dit que delta S total est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est égal. Le delta S total, c'est la somme des variations d'entropie de chacun des corps. La variation d'entropie du thermostat 1 est donnée par, je vais le mettre, pardon, je vais le T1 et T2, parce que ça va être les thermostats 1 et 2, j'ai pas envie d'appeler un thermostat 0. L'entropie du thermostat 1, ici, c'est qu'est-ce que ça vaut en fonction de Q? Et celle du thermostat 2? Alors attention, d'après la flèche ici, c'est la Q, c'est la quantité de chaleur reçue par le thermostat 2. Donc c'est l'opposé. Donc on a ici moins Q sur T1, et lui c'est plus Q sur T2. Donc ça vous dit que Q, facteur de 1 sur T2 moins 1 sur T1, supérieur ou égal à 0. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous dire ça? Imaginons que T1 soit plus petit que T2. Si T1 inférieur à T2, quel est le signe de la parenthèse? Positif. Positif, hein. Négatif. Ah, oui, pas d'accord. Ouais, parce que c'est... Bon, donc lui, 1 sur T1 est effectivement plus grand, donc ça c'est négatif. Donc dans ce cas, quel est le signe de Q? Négatif. Q est négatif aussi. Je vais l'écrire juste, mais si c'est l'opposé, si T1 est supérieur à T2, on a ici ça qui est plus grand que 0, et donc ici qui est supérieur ou égal à 0. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si T1, si ça c'est le thermostat froid, et ça c'est le chaud, alors Q1 plus négatif, c'est-à-dire que la chaleur va par là. Si le corps froid est celui-là, la chaleur va par là. On est en train de dire ici que la chaleur va du chaud vers le froid. Ça, c'est aussi une conséquence directe du second principe. La chaleur va du chaud vers le froid. Et voilà, donc ça, c'est aussi une conséquence directe
de ça, donc du second principe, et en fait ça c'est aussi un énoncé possible du second principe de la thermodynamique. Ce qui est peut-être un petit peu étonnant, c'est que tous ces énoncés sont vraiment équivalents. C'est-à-dire qu'on peut construire toute la thermodynamique et obtenir les mêmes résultats en postulant ça, ou en postulant ça, comme on l'a fait, ou en postulant le coût du cycle, on ne peut pas faire de moteur avec un cycle monotherme. Tout ça, ce sont des énoncés équivalents de la thermodynamique. Alors, on va s'intéresser maintenant à une transformation qu'on a vue, la détente de Joule, et on va calculer l'entropie correspondant à cette transformation. Détente de Joule, c'est ça, on a une enceinte adiabatique. On a une paroi ici qui sépare le volume en deux. On va considérer qu'on a ici un volume V sur 2, ici un volume V sur 2, et au départ, toutes les particules se trouvent dans un des composants. Et la transformation commence quand on enlève ou on casse la paroi qui est ici, et on laisse le gaz évoluer librement. Et le gaz va du coup se retrouver dans l'ensemble du volume. Cette transformation est-elle réversible ou irréversible? Elle est irréversible, c'est l'archétype de la transformation irréversible. On ne peut pas tellement faire plus irréversible que ça. Calculer delta S. Si le système est un gaz parfait. Vas-y, c'est quoi le débat? Ouais. C'est réversible dans le cas où on a une plaque qui partirait tout à droite, par les cheveux, et qui reviendrait au milieu pour comprimer l'air. Ce serait la même condition de départ, quoi. Ça fait vite du coup. Oui, effectivement, donc si on met un piston là et on pousse jusqu'au milieu, on revient à cet état-là. On peut revenir à l'état initial. Mais ça veut pas dire que cette transformation est réversible. Non, d'accord. Alors, on peut faire la transformation de façon réversible. Si on met ici un piston sur lequel on appuie, et puis on relâche doucement le piston. On laisse le gaz s'expandre. Là, effectivement, le film dans les deux sens, il fait du sens. Ok. Bah, allez-y, calculez ça avec les éléments que vous avez en main. Donc, vous avez besoin de quoi? Je vois de rien de ça. Si vous avez besoin de la température, appelez température T0 la température initiale. Si vous avez besoin de la pression, appelez P0 la pression initiale. Et le volume initial, c'est V sur 2, où V, c'est le volume total de l'enceinte. Là, ça serait chouette que vous arriviez à calculer ça. Si vous arrivez à calculer ça, c'est bingo. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est le début. Oui. Alors, ça, c'est effectivement une bonne question. On peut pas le calculer directement. Donc, je vous ai écrit ça. Donc, ce qu'on a envie de calculer, ce qu'on pourrait avoir envie de calculer, c'est pas un DSI, mais c'est un delta SI. Pour une transformation qui n'est pas élémentaire, est-ce qu'on peut se calculer ce terme-là? La réponse est oui. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, si on imagine une transformation qui est réversible, on arrive à calculer le delta S. Ça, c'est ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'autre part, si on sait la manière dont s'est fait l'échange, on arrive à calculer ici le delta Q sur T aussi. Ça, c'est une intégrale qu'on peut calculer si on sait comment est-ce que le système a évolué. Par exemple, dans le cas qui est ici, ça va valoir 0. Et donc, ce qu'on va calculer, c'est uniquement lui. Mais même dans le cas général, c'est 0 ici, tu fais une drôle de tête, c'est 0 parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur ici. Le delta Q qui est ici vaut 0.
l'enceinte est adiabatique, le système catéchisme n'échange de chaleur avec rien. Il ne reçoit pas de chaleur de l'extérieur. Donc ça vaut 0 pour le corps. On va calculer ça ne va pas être nul, et donc le delta ici sera égal à ça. Dans le cas général, le delta ici c'est égal à ça, moins ça. Ouais, on va le calculer grâce à toi, du coup, le delta. C'est la question que je vous pose. Ouais. Ouais. On part d'où, en fait? Bah, comme tout à l'heure, on va imaginer un chemin réversible qui mène de cet état initial à cet état final, et on va utiliser la formule ds égale à delta Q rêve sur T. Lui maintenant n'est plus nul. Dans le chemin réversible, un autre chemin qui n'est pas le chemin physique suivi, le chemin réversible qui va mener de cet état-là à cet état-là, il faudra apporter de la chaleur pour le réaliser. Attention, c'est un gaz parfait. Détente de joules d'un gaz parfait. Que dit le premier principe? Ça dépend que de la température. Ouais. Donc il n'y a pas de dp. Non, c'est pas ça le donc. Non, il n'y a pas de dp. Ça dépend que de... Alors que dit le premier principe précisément ici? Le df. Delta Q dépend que de la différence de température. Pourquoi? Que delta Q? C'est 9 sur 2. Non. Premier principe, il vous parle de Q plus W, donc de Q. Le premier principe, il vous dit ici que delta U, connecté, hein. Premier principe, il vous dit que delta U est égal à Q plus W pour la transformation. Que vaut W? Moins que W. Ah, ok. Il n'y a pas de travail ici. Hein. On ne fournit rien au gaz. Tout ce qui se passe, c'est qu'on casse la vitre qui est là. Boum. Donc ça ne demande pas de travail. Juste, à la limite, elle est très fragile au départ. Paf, on la casse. Elle se casse. On n'apporte pas de travail. Le gaz se débrouille. On ne lui a rien apporté. Hein. Donc le travail ici est nul. Hein. La quantité de chaleur, elle est nulle aussi, pour la même raison. Donc, en fait, c'est 0. La variation d'énergie interne du gaz au cours du temps de joule est nulle. Or, pour un gaz parfait, l'énergie interne a une propriété particulière. Elle ne dépend que de la température. C'est lié à ce que tu dis, pour l'énergie cinétique, mais elle ne dépend que de la température. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la température d'intéressant ici? Elle est constante. La température finale, la température est constante. Enfin, la température finale est égale à la température initiale. Ça ne refroidit pas? Non, ça c'est un truc vraiment important. Ça ne refroidit pas pour un gaz parfait. Pour un vrai gaz, dans la vie réelle, effectivement cette détente-là a tendance à refroidir le système, mais c'est parce qu'on a, c'est pas un gaz réel. Pardon. Ce n'est pas un gaz parfait. Il y a des effets en plus qui interviennent. C'est le fait que quand on a un gaz parfait, je refais ce qu'on a vu l'autre fois, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. La température, c'est juste quelque chose qui vous indique l'énergie cinétique moyenne par molécule. Là, elle bouge avec une certaine énergie cinétique, et j'enlève la paroi, elles ont la même énergie, elles ont la même température. Le fait que se tapent entre elles, ça réchauffe. Alors, c'est pas qu'elles se tapent entre elles, en fait, c'est le fait que dans un gaz qui n'est pas parfait, il y a une énergie d'interaction. Quand les molécules sont proches les unes des autres, elles ont plus d'énergie quand elles sont lointaines. Donc, pour les éloigner ici, il a fallu finalement qu'elles se ralentissent. Une partie de leur énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle. C'est comme si tu as des planètes où tu as un corps tu as la Terre ici, puis un corps que tu veux satelliser. Si tu lui envoies avec une certaine vitesse, sa vitesse elle diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne, parce qu'il est attiré par la Terre. Son énergie potentielle augmente, son énergie cinétique diminue. C'est pareil pour les molécules. Là. Si elles s'attirent les unes les autres, pour les éloigner les unes des autres, ça les ralentit. Donc du coup, la température ici est plus faible que là pour un gaz réel. Et pour un gaz parfait, ce n'est pas le cas. Donc pour un gaz parfait, la température finale, c'était 0. Donc ça vous dit quelque chose sur la transformation qu'on va considérer, la transformation réversible qui va mener de cet état-là à cet état-là. Elle va être comment? Qu'est-ce qu'on a envie de prendre comme transformation? Isotherme. Tout à fait, on veut une transformation qui soit isotherme. C'est parti. Hein. Pour la transformation réversible qui mène de l'état initial qu'on avait là-bas à l'état final,
delta QRF, c'est par exemple CVDT plus PDV, pour un gaz parfait. Si la transformation est isotherme, ce terme-là est nul. Et donc delta QRF c'est PDV. Donc le ds qui est égal à delta QRF sur T, c'est PDV sur T. Je vous laisse continuer. NRDV sur V. Donc P c'est NRT sur V. Le T simplifie. Ça fait simplement NRDV sur V. Et donc du coup delta S, on intègre ça, ça fait NR log de V final sur V initial, c'est-à-dire V divisé par V sur 2, c'est-à-dire NR log de 2. Voilà, quand on multiplie le volume par 2 par une détente de joules, l'entropie est augmentée de NR log de 2. Donc vous voyez que, en fait, le calcul il suit vraiment le même fil directeur que tout à l'heure. On a une transformation qui est irréversible. On a quand même moyen de savoir quelque chose sur l'état final. Ici, comme on avait une transformation qui n'échangeait ni d'échange de chaleur ni de travail, on avait delta U égale à 0, donc ça nous a donné la température finale. En fait, on a été capable, sans dire, de connaître l'état final. L'état final, c'était température T0 et volume final V. D'ailleurs, la pression, c'était les 0 sur 2. On ne s'en est pas servi. Une fois qu'on a l'état final et qu'on avait l'état initial, on imagine une transformation réversible qui mène de l'état initial à l'état final. Et puis là, on fait le calcul simplement de l'intégrale du delta QRF sur T. Et en général, on va savoir faire cette intégrale. Ici, là, ça s'est donc bien simplifié. La température est partie dans le calcul et on se retrouve avec quelque chose ici qui ne dépend pas de grand V ni de grand T d'ailleurs. On a dit que Q était égal à 0 en haut, Oui. pour la transformation non réversible. Oui. Et pour la réversible, il y a delta Q. Donc dans la vraie transformation, la vraie, il n'y avait pas de quantité de chaleur, d'accord ? On n'a pas chauffé ni refroidi. Mais par contre, si on veut de manière réversible maintenant amener le système de cet état-là à cet état-là, donc c'est une autre transformation, elle n'a rien à voir, c'est pas celle-là, là il va falloir échanger de la chaleur et peut-être du travail aussi, hein. Même probablement, puisque de toute façon, comme la variation d'énergie interne est nulle, ça c'est... Voilà, le delta W, ça sera moins le delta QRF qui est ici. Et effectivement, ça c'est le point un peu délicat, c'est que la quantité de chaleur qu'on utilise ici pour faire le calcul n'est pas celle de la transformation réelle. C'est celle du chemin réversible imaginaire qui mène du même état initial au même état final. Alors, on peut, avec un raisonnement similaire, calculer l'entropie d'un gaz parfait. Quelque chose qui peut servir à calculer en fait, les variations d'entropie dans absolument toutes les situations. Du moment qu'on connaît l'état initial et l'état final. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très similaire à ce qu'on vient de faire. Monsieur, mais là, la transformation réversible, c'était juste... elle était isotherme, mais elle se produisait comment? On avait imaginé quelle... C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à l'imaginer. On peut, hein. Là, ça serait par exemple... je vais refaire le dessin. La transformation qui mène de là à là, on pourrait par exemple imaginer d'avoir un piston ici, voilà, qu'on lâche doucement. Si on fait ça, le système fournit du travail au piston, donc du coup il perd de l'énergie là. Si on met un piston, donc il faut le chauffer pour le garder à même température. Il aurait tendance, si on ne le chauffe pas, si on fait juste ça avec un piston comme ça, le gaz il pousse sur le piston, donc il perd de l'énergie. Donc sa température diminue. Donc il faut le chauffer. Le Q qu'on a utilisé, ça c'est ça, hein, c'est le chauffage qu'il faut apporter pour compenser la perte d'énergie dans cette transformation.
3,3 entropie du gaz parfait. Donc imaginons, ce qu'on va calculer dans un premier temps, c'est imaginons qu'on a un premier état grand A, on passe à un état grand B. Et on considère une transformation qui amène les variables d'état de grandeur T0, V0, T0 à P, T. Et la question à laquelle on va répondre maintenant, c'est quelle est la variation d'entropie associée à cette transformation tout à fait générale. Vous voyez que si on arrive à faire ça, ça va être puissant. Hein. Si on arrive à avoir une formule delta S est égale à quelque chose qui fait intervenir juste ça, ça veut dire que dans toute situation où vous avez un gaz parfait, si vous connaissez l'état initial et l'état final, boum, vous appliquez ça et vous allez pouvoir calculer la variation d'entropie. C'est juste ça que ça veut dire. Merci. Suicide de crayon. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, on va faire exactement la même chose qu'ici. On va dire, bah, on a une transformation de là à là, on ne dit absolument rien de la transformation, on n'en sait rien, mais à la limite on s'en fout. On va imaginer une transformation réversible de A à B. Et puis on va calculer delta Q réversible pour cette transformation. Ça c'est facile. Enfin, on a une expression générale pour ça. C'est par exemple CV dt plus PDV. Et on va intégrer ça. Enfin, on va intégrer plus précisément delta Q ref sur T. C'est-à-dire CV dt sur T plus P PV sur T. On va considérer que CV est constant. C'est-à-dire ne dépend pas de la température. Sinon on pourrait faire, mais ce sera un tout petit peu plus compliqué. Si CV est constant, ça c'est vraiment facile à intégrer, puisque delta S est égal à CV log de T. Ça s'appelle vraiment facilement. C'est log de T sur T0, du coup. Plus le terme qui est ici, là. Ça, on vient de le faire, en fait, finalement. Ça, c'est NR dV sur V. Et qui se simplifie, c'est exactement le calcul qui est ici. Et donc, on se retrouve ici avec NR log de V sur V0. Alors, je ne vais pas l'encadrer tout de suite, mais finalement, ça répond à la question. Voilà. Si on connaît CV, la température initiale et finale, le volume initial et final, voilà le delta S. On va l'écrire sous une autre forme qui va être un petit peu plus suggestive. Je voudrais l'écrire en fonction de la pression et du volume. Vous allez voir pourquoi. Ça va faire intervenir PV puissance gamma, quelque chose qu'on a déjà vu dans le cadre des transformations adiabatiques. Donc on va faire un lien avec quelque chose qu'on a vu avant. Donc je voudrais maintenant avoir cette expression, non pas en fonction de T et de V, mais en fonction de P et de V. Comment est-ce que je fais ça? J'utilise la loi des gaz parfaits. T, c'est PV sur NR. Donc je mets ça là-dedans. Et ça me dit que delta S est égal à CV log de PV sur T0 V0 plus NR log de V sur V0. Je sépare le produit qui est ici. Log du produit PV sur P0 V0, c'est log de P sur V0 plus log de V sur V0. Et donc je me retrouve avec ça simplifie un petit peu encore, puisque vous avez ici, si je mets en facteur le log de V sur V0, j'ai CV plus R, CV plus NR, CP. CCP, bien vu. Donc lui, c'est CP.
Et je vais maintenant remplacer ça. Vous allez voir pourquoi. Hein, ça vous semble peut-être bizarre cette suite de calcul. Vous allez voir, c'est le résultat, c'est la fin qui justifie mon analyse. Le CV, on l'a écrit la dernière fois en fonction du coefficient gamma. Vous vous rappelez, gamma, c'était CP sur CV. Et on avait montré la dernière fois, ici, que CV, c'était NR sur gamma moins 1. Vous vous souvenez comment on montre ça? Ouais. On utilise le meilleur, hein, CP plus CV, pardon, CP est égal à CV plus NR, par exemple. On divise tout ça par CV. Ça fait 1. Ça fait CV. Ça, c'est gamma. On mélange tout ça. Et on a aussi CP. CP, c'est gamma fois CV, par définition. Gamma NR sur gamma moins 1. Voilà. Je vais remplacer ces deux quantités-là là-dedans. Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Donc, du coup, le delta S, il s'écrit NR sur gamma moins 1, log de P sur P0, plus gamma NR sur gamma moins 1, log de V sur V0. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce que je peux mettre NR sur gamma moins 1 en facteur. Or, ce truc-là, gamma log de V sur V0, ça c'est log de V sur V0 à la puissance gamma. Et le log de P sur P0 plus log de ça, la somme des logs c'est le log du produit. Et donc ça s'écrit finalement NR sur gamma moins 1, log de PV puissance gamma sur P0 V0 puissance gamma. Donc je l'encadre. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante cette expression? Parce que d'une part, vous vous souvenez que pour une transformation, on va souvenir, on va redémontrer en fait, pour une transformation qui est adiabatique et réversible, si la transformation est adiabatique, ça veut dire que ds égale à delta q rêve sur t, et si elle est adiabatique, ce delta q est nul. Donc ça fait 0 ici. Donc pour une transformation adiabatique et réversible, on a que delta S est égal à 0. Si vous regardez l'expression qui est ici, quand est-ce que cette quantité-là peut être nulle? Parce qu'il y a devant, ça c'est pas nul, donc il faut que le log soit nul. Donc il faut qu'effectivement ça vale 1. C'est log de 1 pour 0. Donc si ça vaut 1, ça vous dit ça du coup que PV puissance gamma est égal à P0 V0 puissance gamma. Ça, on l'a déjà vu. C'était la loi de Laplace. Pour une transformation adiabatique réversible, du coup, on a que PV puissance gamma est égal à une constante. Donc, c'est une autre manière de retrouver ce résultat à partir de l'entropie. Pour une transformation qui n'est pas adiabatique, qui n'est ni adiabatique ni réversible, ou qui est que l'un l'autre, donc si on n'a pas cette condition-là de vérifier, l'expression du dessus, elle est toujours valable. Hein. Ça vous donne vraiment le delta S dans le cas général. Si on prend la transformation de la détente de Joule, par exemple. Détente de Joule. Delta S est égal à NR sur gamma moins 1 log de, c'est parti, que valait tout à l'heure P sur P0 dans le cas de la détente de Joule? 1,5. Que valait V sur V0? Non.
Ah non, 2. 2. Donc 2 puissance gamma, ici, v puissance gamma. Donc tout ça, ça vaut log de 2 à la puissance gamma moins 1. Donc ça fait gamma moins 1 log de 2. Et nr, log de 2. On retrouve le résultat de tout à l'heure. C'est pas pour vous dire d'apprendre ça par cœur et puis d'appliquer tout le temps. Hein. C'est juste, voilà, on a un moyen. Si un jour on est à court de moyens de calculer une variation d'entropie pour un gaz parfait, si on connaît l'état initial et l'état final, boum, on a ça sous la main pour faire les calculs. Assez souvent, c'est plus facile de faire autrement. Par exemple, tout à l'heure, pour calculer ça, ça aurait été un peu maladroit de faire tous ces calculs-là et d'arriver là, alors qu'on avait une manière de le faire en 2 lignes. D'accord ? Mais simplement, rappelez-vous que, comme S est une fonction d'état, la variation d'entropie ne dépend que des variations de P et de V, donc on a ce moyen-là pour le calcul. Je vais vous donner une interprétation microscopique de cette notion d'entropie. 5. Ouais, 5. Interprétation microscopique. Alors, on a déjà parlé un petit peu d'aspect microscopique lié à la thermodynamique, et vous vous rappelez que quand on a un état macroscopique correspondant à une certaine pression, une certaine température et un certain volume, vous vous rappelez que ça correspond à une multitude d'états microscopiques. C'est-à-dire que si vous avez un gaz dans ces conditions-là, on peut mettre les molécules à certains endroits avec certaines vitesses, et je peux faire plein de dessins avec les mêmes molécules, même des endroits différents avec des vitesses différentes qui vont correspondre à la même pression et à la même température. En fait, là-dedans, ça évolue tout le temps, hein, c'est ça que je suis en train de dire. Bon. Si on veut représenter les états microscopiques sur un schéma, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous sensibiliser à ça. Comment est-ce qu'on pourrait représenter l'état d'une molécule déjà? Imaginons qu'on ait une molécule dans le gaz et on veut décrire son état. Il faut combien de variables pour décrire précisément dans quel état se trouve une molécule? Alors, on va déjà se placer. On va prendre un gaz très particulier, on va prendre un gaz unidimensionnel avec seulement qui peut se déplacer sur un axe, sur l'axe X. Si on veut se dire, je veux vous dire précisément toutes les informations possibles sur une molécule sur cet axe. Il faut que je vous dise où elle est, ça fait une variable, sa position, et il faut que je vous donne sa vitesse, c'est-à-dire dans quelle direction elle va, avec quelle vitesse. Donc il y a 2 variables selon l'axe X. La vitesse et la position. Je vais dire ça x et x point. D'accord? Si on veut tracer l'état de cette molécule dans un diagramme, on pourrait par exemple tracer x en fonction de x point, et je vous dis, ça veut dire que tiens, la molécule, elle est ici à un instant donné. Tiens, d'ailleurs, un truc rigolo, est-ce que vous pouvez me dire où elle sera l'instant d'après cette molécule? Si elle est en contact avec rien, c'est dans un gaz parfait, elle n'interagit pas avec son entourage, elle va tout droit vers où? Vers le haut, vers le bas? C'est constant. Vertical. Ouais. Effectivement, sa vitesse est constante, donc x augmente régulièrement. En fait, elle va effectivement aller par là, à x point constant. Hein. C'est juste pour très bien, vous avez compris ce qu'est ce diagramme. Très bien. Donc, à un instant donné, une molécule se trouve ici. Si je veux représenter maintenant non pas une molécule, mais un système à 2 molécules. Donc on va arriver à la 10 puissance 20 et des bananes, attention. Donc ça c'était une molécule. Maintenant 2 molécules. Combien est-ce qu'il faut de variables pour décrire 2 molécules? Il en faut 4. x1 point, x2 point.
Et alors attention, pour décrire ces deux molécules, il ne s'agit pas de mettre un autre point ici. Ça décrit deux états différents d'une même molécule. Ce qu'il faut maintenant, c'est un diagramme sur lequel j'aurai 4 axes différents. Donc on est à 4 dimensions. J'ai un axe sur lequel j'ai x1, un axe sur lequel j'ai x2, un autre sur lequel j'ai x1 point et l'autre sur lequel j'ai x2 points. Et dans ce diagramme à 4 dimensions, je mets un point qui représente l'état, voilà, avec les deux molécules. Déjà, je ne peux plus le dessiner avec deux molécules. Bon. Mais imaginons, voilà, on a un diagramme avec 4 dimensions, un point là-dedans correspond à deux molécules. Si maintenant j'ai grand N molécules sur cet axe, je me retrouve avec 2 puissance n variables. Ça va devenir un peu compliqué à représenter. Maintenant, si je présenter ça dans un diagramme, il faut que j'ai 2 puissance n axes. Donc bon, c'est même pas, on ne peut pas trop se l'imaginer dès que ça dépasse, dès que n devient grand. Mais bon, mathématiquement en tout cas, c'est possible. Et donc on mettrait l'état du système là-dedans serait représenté par un point dans cet espace à beaucoup de dimensions. Ça, c'était si on avait un axe ici, une molécule qui se déplace sur une ligne. Maintenant, si la molécule se déplace dans l'espace tridimensionnel, qu'est-ce que ça change? Chaque variable est sur 3. Voilà. Ici, on n'a plus 2 variables, mais on en a 6. On a x, y, z, x point, y point, z point. Ici, on en a 6 au carré. Et on se retrouve à la fin. Donc, si on a n molécules dans l'espace 3D, on se retrouve avec 6 puissance n variables. Alors, je ne vais évidemment pas dessiner des diagrammes à 6 puissance n dimensions. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on essaye de faire abstraction du fait qu'il y a beaucoup de dimensions. Et je vais faire des diagrammes qui sont vraiment très simples. Je ne vais même pas mettre ce qu'il y a sur les axes ici. Je vais simplement, le diagramme qui est ici, ça va symboliser l'état du système. On imagine que ça représente 6 puissance n variables. L'état du système, il est donné par un point dans cet espace. Donc si je choisis un point dans cet espace à 6 puissance n variables, ça me dit où sont toutes les molécules et quelles sont leurs positions et leur vitesse. Je peux associer du coup à cet état-là, si je vous donne un gaz avec toutes les positions et toutes les vitesses, vous allez être capable de me dire quelle est la pression, la température et le volume occupés par le gaz, pour chaque configuration possible. Il y a beaucoup de configurations différentes d'un même gaz qui donnent une même pression, une même température et un même volume. Là-dedans, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, eux vont donner même température, même pression, même volume. Donc en fait, c'est le même état macroscopique. Schématiquement, on aura d'autres régions de l'espace ici, celles-là, qui donneront aussi le même état au sein de cette zone-là. Ça sera aussi le même état macroscopique, mais avec d'autres variables que dans ce système-là, que dans ce cas-là. Ça sera P1, P1, V1. Ça, je vais l'appeler T0, du coup, volume V0 et pression P0. Donc on peut, dans l'espace, ça s'appelle l'espace des phases en fait, hein, ce type de diagramme-là. Dans l'espace de phase décrivant le système, on a certaines régions qui correspondent à une pression, une température, un volume donné, et d'autres régions qui correspondent à une autre pression, une température ou volume. Donc on peut découper l'espace comme ça, en associant à chaque région un état macroscopique donné. Il se trouve que, et ça c'est Boltzmann qui a montré ça, et on en arrive maintenant à ce que je vais vous dire, il y a un moyen de compter ces états. On peut dire, voilà, là-dedans, il y a tant d'états microscopiques qui correspondent à l'état macroscopique. Boltzmann a noté cette quantité
grand oméga de P de V de T, le nombre d'états microscopiques associés à l'état macroscopique PVT. PVT. Et vous allez voir que c'est très fort. Vraiment, ça c'est un des... Ce qu'on va écrire juste après, là, c'est vraiment une des grandes réalisations de Boltzmann dans le domaine de la thermodynamique. Parce que bon, appeler un truc oméga, on peut le faire à la limite. Mais il a réalisé, Boltzmann, que quand on fait ça, en fait, on peut calculer l'entropie facilement. L'entropie est donnée par S est égal à KB log de oméga. Où donc S c'est l'entropie, ça c'est la constante de Boltzmann. Voilà. Oui. Comment on calcule l'oméga? D'accord, on va y venir tout à l'heure. Alors plus précisément, tout à l'heure je vais vous montrer comment on calcule des variations d'entropie en calculant des variations de oméga, mais ça va revenir un petit peu au même. Mais c'est effectivement la question pertinente, et je dis pas que ça va être trop facile non plus. Hein. Après, nous on va le faire dans un cas très simple. Mais il n'y en a pas une infinité de... Enfin, c'est pas l'infini. Alors, voilà, et ça c'est aussi une remarque très pertinente, c'est qu'en fait c'est un ensemble continu là-dedans. C'est-à-dire que on peut changer infinitésimalement les variables et ça va redonner le même état macroscopique. Donc effectivement, il faut vraiment faire très attention à la manière dont on calcule ça. La manière, disons, propre de faire ça, c'est de découper l'espace des phases en cellules. Et en fait, on s'aperçoit quand on fait de la mécanique quantique qu'il y a une taille élémentaire pour les cellules en deçà de laquelle ça ne sert à rien d'aller. Si on a une particule, et que je représente ça dans le diagramme x point, pour une particule, si je découpe cet espace des phases ici très simple en carré comme ça, l'aire d'un carré qui est là-dedans, donc l'aire dans le sens de la surface, hein, ce que je vais appeler delta x point, ça, il y a une limite physique à la taille qu'il est pertinent de considérer, parce que la mécanique quantique vous dit que nécessairement delta x fois m delta x point, ça c'est la quantité de mouvement, ça c'est la taille, ça c'est inférieur, pardon, c'est forcément supérieur ou égal à une quantité qui s'appelle h bar, c'est la constante de Planck réduite. Vous avez fait de la mécanique quantique un peu? Non? Bah, je vous le dis, alors bon, je ne vais pas aller trop loin non plus. Il se trouve, ça s'appelle les relations d'Heisenberg, les relations d'incertitude. Si on a une incertitude sur la position d'un corps, on a aussi une incertitude sur sa vitesse, et les deux sont inversement proportionnels. La relation de proportionnalité, c'est ça. Donc ça vous dit, si je divise par m, que l'aire qui est ici, ça ne sert à rien de la prendre plus petite que h bar sur m, parce que de toute façon, la mécanique quantique vous dit qu'on ne peut rien dire sur des subdivisions plus petites. Ça, si je le transpose à un espace à 6 puissance n dimensions, en fait, on montre que la taille élémentaire d'une cellule là-dedans, c'est ça, la puissance 6n. Voilà. Il y a une taille élémentaire en deçà de laquelle ça ne sert à rien d'aller. Donc en fait, on peut discrétiser l'espace des phases qui est ici, et du coup le nombre qui est ici devient discret. Ouais, mais il est énorme. Il est énorme, tout à fait, oui. C'est pour ça d'ailleurs hein, que là-dedans, le logarithme, ça permet de manipuler des nombres énormes en donnant des quantités qui, elles, ont des valeurs raisonnables. On essaiera de voir tout à l'heure justement combien c'est énorme. On verra des ordres de grandeur. Ok, j'efface ça, juste pour continuer là-dessus. Cette formule-là, elle est célèbre, hein, parce qu'elle a une particularité macabre. Hein. Vous la connaissez? Enfin, macabre. En fait, c'est écrit sur c'est l'épitaphe de Boltzmann. C'est ce qui est écrit sur sa tombe.
C'est cool d'avoir une formule sur sa tombe quand même. Il n'y a pas une équation vectorielle. Non, ça vous laisse. Ok. Bon, bref. Alors. Ah bah tiens, on va prendre un ordre de grandeur. Non, on va le faire après, l'ordre de grandeur. On va appliquer ça à la détente de joue. Donc c'est pas juste une curiosité, hein, ça permet effectivement de calculer des variations d'entropie et de comprendre vraiment ce que c'est que l'entropie. Donc je ne prétends pas qu'avec ce que je viens de vous dire là, ça y est, vous avez tout compris, l'entropie, il y a beaucoup de subtilité là-dedans, c'est juste pour vous sensibiliser en fait à cette approche microscopique. On aura probablement l'occasion d'y revenir de toute façon plus tard dans le mois. Alors, la détente de joule, vous vous rappelez ce que c'est? On a une enceinte calorifugée dans laquelle on a la moitié du gaz. On a le gaz, pardon, dans la moitié du volume. Et tout d'un coup, on enlève la séparation et le gaz se met à occuper tout le volume. Intéressons-nous à une molécule dans le gaz. De combien est multiplié le oméga pour cette molécule du gaz? Combien il y a? Si on arrivait à compter le nombre d'états possibles, d'états microscopiques possibles ici, et qu'on arrivait à les compter là, est-ce que vous pouvez me dire une chose intelligente sur le rapport entre le nombre d'états ici et le nombre d'états ici? On a une molécule. J'arrive ici à compter, ben voilà, il y a tant de positions possibles dans la molécule là. Par exemple, je pourrais quadriller ça de manière très fine et compter le nombre de quadrillages là-dedans. Je le fais. Donc imaginez que je fasse un quadrillage ici. Donc ça c'est juste pour repérer des cases. Et il y a, disons, grand N cases là-dedans. Quel est le nombre de possibilités, de positions possibles pour la molécule dans le gaz? Grand N pour une molécule. Et une fois qu'on a ouvert ici la cloison et qu'on a laissé le gaz aller partout, combien est-ce que je vais faire de cases là-dedans si je veux garder la même précision sur la position? 2n cases. Donc il y a 2 fois plus de cases ici que là. Donc ici, il y a n possibilités pour la molécule, il y a n positions possibles là-dedans, il y en a 2n là-dedans, donc le nombre de possibilités a été multiplié par 2. Le truc intéressant, c'est que ce que je viens de dire là, le nombre de possibilités multiplié par 2, ne dépend pas du quadrillage que je fais. Si je fais un quadrillage très fin ou très grossier, ça reste vrai, il y a toujours 2 fois plus de possibilités ici que là. Donc ça, c'est une propriété générale qui ne dépend pas de la façon que j'ai de compter en fait. Donc, ça, on est sûr que ça va être une propriété qui est solide. Le nombre de positions possibles pour la molécule a été multiplié par 2. Au cours de cette détente de Joule. Donc, on a oméga, que je vais appeler oméga prime pour l'état final. Pour une molécule, c'est égal à 2 fois oméga 1 dans l'état initial. Donc, dans l'état initial, on a oméga 1 possibilité. Dans l'état final, on a 2 fois plus. Si maintenant je m'intéresse à 2 molécules, et là, il s'agit vraiment de faire, finalement, c'est vraiment du dénombrement, hein, comme vous avez fait en lycée. Pour 2 molécules, ce que je vais appeler oméga 2, le nombre de possibilités pour répartir ces 2 molécules, ben, si la première, elle a oméga 1 possibilité, la deuxième a oméga 1 possibilité aussi, les molécules sont identiques,
ça c'est oméga 1 au carré. Hein? Si j'ai 10 manières de mettre la molécule là-dedans et que je mets 2 molécules, bah, j'en ai 10 pour la première et 10 pour la deuxième, ça fait 100 pour le tout. J'ai 100 manières de mettre une paire de molécules dans 10 cases. En fait. Et du coup, l'oméga 2' à la fin, comme chacune des molécules a 2 fois plus de possibilités dans l'état final, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire, c'est oméga' 1 au carré. Donc c'est égal à 4 fois oméga 1 carré, donc c'est égal à 4 fois oméga 2. Donc pour le couple de 2 molécules, on a 4 fois plus de possibilités dans l'état final que dans l'état initial. Pour n molécules, le calcul il se fait vraiment très facilement, hein. Oméga n, c'est oméga 1 à la puissance n, oméga' n, du coup c'est 2 à la puissance n, fois oméga n. Monsieur, mais il ne peut pas y avoir 2 molécules à la même place. Si, enfin, pourquoi pas, ça dépend. Si le quadrillage il est plus gros que la taille de 2 molécules, ça va marcher. Et ici, dans le gaz parfait, je vous rappelle que les molécules ne se voient pas. Hein. Ah oui, donc, il n'y a pas de souci à ce qu'elles viennent très très proches les unes des autres. C'est une bonne remarque, hein, effectivement, si on veut commencer à faire de la mécanique quantique précisément, au bout d'un moment, si les cas sont trop petites, on ne pourra plus mettre 2 particules dedans. Mais ici, je ne suis pas du tout dans ce cadre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? On ne connaît pas... Alors, on pourrait se dire que ça ne l'est pas parce que je vous donne une relation entre 2 trucs qu'on ne connaît pas. Cependant, ça va nous permettre de calculer le delta S de la transformation de manière complètement non ambiguë. Parce que le delta S, c'est égal à S final moins S initial. D'après la formule de Boltzmann, le S final, c'est KB log de oméga' n moins le S initial, KB log de oméga n. Et regardez bien, c'est là où c'est intéressant. C'est là où il y a un truc magique qui se passe. Parce que dans cette différence ici, si je regroupe les logs, ça fait le rapport de oméga' sur oméga n. En fait, ce qui intervient dans les différences d'entropie, d'après les propriétés des logs, c'est le rapport des omégas. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement défini, on vient de le calculer. Donc ça, c'est KB log de 2 à la puissance n. Et là, vous allez pleurer de joie. Si. Faites un effort pour vous retenir, mais c'est dur. Parce que du coup, avec les propriétés des logs, delta S, ça fait 2n, non, ça fait grand N, KB, log de 2. Ça, si n c'est le nombre de molécules, KB c'est la constante de Boltzmann, ça c'est NR. C'est le nombre de moles, et puis ça je vous rappelle que c'est KB sur grand N. Donc ça fait delta S est égal à NR log de 2. C'est joli quand même, hein? Ça, c'est exactement ce qu'on a démontré l'autre fois. Je vous le rappelle tel qu'on l'avait écrit l'autre fois quand on a étudié les tentes de Joule. On avait écrit que c'était NR log de V final sur V initial. Et comme ça s'est expandu d'un facteur 2, ça valait 2. Oui, en fait, on a montré que ça ne dépendait pas du tout du gaz qu'on utilisait. Oui, tout à fait. On a aussi montré ça. Oui, c'est juste la place que peuvent occuper les molécules et l'état qu'elles peuvent avoir. Oui, tout à fait. Alors, faisons une application numérique et juste pour vous rendre compte effectivement des ordres de grandeur qui sont mis en jeu ici. De combien est-ce que, quand on fait une détente de Joule, par combien on multiplie le nombre de possibilités, le nombre d'états microscopiques possibles? On multiplie par 2 puissance grand N. Calculez 2 puissance grand N, calculez-le pour une mole. Donc une mole, ça fait combien?
Le 6, il y a le 10 puissance 23. Allez-y, calculez ça. Alors, votre machine vous sera probablement parfaitement inutile, mais allez-y. C'est un nombre qui est monstrueusement grand. Monstrueusement. Déjà, si vous essayez de calculer, 2 puissance 1000, allez-y avec votre machine. On peut pas, c'est 99. Déjà, vous êtes parti dans le décor, là, probablement. Ouais. Là, on est en train de parler de rajouter combien de zéros? Beaucoup. Une bonne vingtaine. 23? En plus. Non, pas 23. 10 puissance 23. Ah oui, Zéro. Ah ouais. Carrément, c'est encore puissant. Oui. C'est pas très grand. C'est monstrueusement grand. D'accord? C'est plus d'un triard. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas de nom, quoi. T'as pas de nom. Enfin, je me suis arrêté là. Je peux passer ma vie, le temps de l'univers à écrire. Hein. Je n'y arriverai pas. Bon, donc ça, on oublie, on ne calcule pas. Voilà, c'est grand, c'est pas. Non, c'est pas grand. C'est monstrueusement grand. 6. Relation de Clapeyron. Relation de Clapeyron? Je crois pas. J'étais vraiment pas bien si je voulais faire sans me rendre compte. C'est diagramme. Ah, en TD? Ok. Alors, le fait que l'entropie soit une fonction d'état, ça a aussi des conséquences un peu indirectes, mais tout aussi intéressantes. Et notamment, on va voir, les relations de Clapeyron en font partie. Vous vous rappelez qu'on avait écrit que pour une transformation quasi-statique, en particulier si elle est réversible, on avait écrit de manière générale, on avait écrit quelque chose comme ça, au delta Q, avec un coefficient L, ici, dont on avait montré dans le cas des gaz parfaits, que L était égal à moins P. P. On va ici trouver L de manière générale à partir de la fonction d'état pour n'importe quelle fonction d'état, pas seulement pour les gaz parfaits. Et pour ça, on écrit deux choses. D'après le premier principe, du est égal à CV dt plus L dv moins pdv. Ça, c'est delta Q et ça, c'est delta W. Ce qui s'écrit aussi CV dt plus L moins P dv. Je vous rappelle juste là que pour le gaz parfait, on avait dit bah, U ne dépend que de T, donc ça c'est forcément nul, donc L égale P. C'est pas ça qu'on va faire maintenant. Le gaz n'est pas forcément un gaz parfait. Par ailleurs, on a aussi quelque chose sur S. ds c'est delta QRF sur T, c'est-à-dire c'est CV dt sur T plus L dv sur T. Ces deux quantités sont des fonctions d'état. Vous avez vu, on l'a vu en cours et vous les avez vues en TD, que quand on a une fonction d'état, la variation d'une fonction d'état, c'est une différentielle totale, et on a une propriété mathématique qui s'appelle l'égalité des dérivées croisées. Mais qu'est-ce qu'on appelle une fonction d'état en fait? Enfin, c'est quoi la différence entre ça et les autres fonctions? Alors, une fonction d'état, c'est quelque chose qui ne dépend que de l'état du système, c'est-à-dire, si je te dis, bah, j'ai un système qui a une pression P, un volume T et une température T, une fonction d'état, tu vas être capable de la calculer si je te donne que ça. Un contre-exemple de fonction d'état, c'est le travail. Si je te dis, j'ai un gaz ici que j'ai amené à une pression à 1 bar avec 1 mètre cube et puis une température de 100 Kelvin, eh ben, tu ne sauras pas quel est le travail qu'il a fallu pour l'amener là. Parce que ça dépend de son état initial et du chemin qu'il a fallu suivre pour arriver là. Une fonction d'état, c'est ça. C'est juste quelque chose qui dépend juste de l'état du système. Alors,
l'égalité des dérivés croisés, c'est quoi cette propriété-là? Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez l'avoir vu déjà? C'est pas genre DDF sur DDX, DDY égale DDF sur DDY, DDX. Oui, alors c'est lié à ça, effectivement. Alors je le réécris ici brièvement. Quand on a une fonction f de deux variables, ça s'écrit comme ça, d rond f sur d rond x dx, plus d rond f sur d rond y dy. Quand on a ça, si je dérive lui par rapport à y, ça va être égal à la dérivée de lui par rapport à x. D'accord? Or, ici, ça c'est une différentielle totale, ça veut dire qu'ici, le terme qui est ici, c'est d rond u sur d rond t, et là, ça c'est d rond u sur d rond v. Et donc la dérivée de ça par rapport à v va être égale à la dérivée de ça par rapport à t. D'accord? Je vais écrire cette propriété-là pour les deux fonctions d'état ici. Pour la première, d rond cv sur d rond v à t constant est égal à d rond de L-P sur d rond t à v constant. Donc il faut bien faire attention ici à noter à chaque fois la variable qui est constante. Et donc ça vous dit que d rond cv sur d rond v à t est égal, je sépare le truc en deux, d rond L sur d rond t à v moins d rond p sur d rond t à v. Ça, c'est pour l'énergie interne. Pour l'entropie, maintenant. Attention, je vais faire quelque chose au tableau ici, pour me simplifier la vie. Le sur T qui est ici, je vais le mettre là. Je ne change vraiment rien. Hein. Juste le mettre là. Et lui, ici, bien le mettre là, pour qu'on voit bien ici ce qui est le facteur de dt et de dv. J'applique cette propriété d'égalité des dérivés croisés maintenant à cette différentielle totale-là. Ça me dit donc que la dérivée de ça par rapport à v est égale à la dérivée de ça par rapport à t. Je l'écris. D rond sur d rond t de cv sur t à v constant est égal à la dérivée de ça par rapport à... Pardon, je n'ai pas fait ce que j'ai dit. C'est la dérivée de ça par rapport à v. Ici, à t constant est égal à la dérivée de L sur t par rapport à t à v constant. Ici, puisque t est constant, le 1 sur t dans le cv sur t, je peux le sortir, le 1 sur t. Hein. Tout est ici, je dis qu'il est constant, donc ça sort. 1 sur t, d rond cv sur d rond v, à t constant, c'est égal à... Attention ici, on a la dérivée d'un quotient. La dérivée de L sur t, c'est moins 1 sur t2 fois L, plus 1 sur t, d rond L sur d rond t à v constant. Je réécris ça, je réécris la première et je vais un petit peu modifier la deuxième. D rond CV sur D rond V à T. Arrêtez-moi hein, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Oui. Oui, vas-y. Vous passez comment des deux projets De là à là? Ouais. Donc, à partir de celle-là, je dis que la dérivée de ça par rapport à V est égale à la dérivée de ça par rapport à T. Ouais, d'accord. Et je fais pareil ici, la dérivée de ça par rapport à V est égale à la dérivée de ça par rapport à T. Après, une fois qu'on a compris ça, il suffit de faire attention. Bon, il y a beaucoup de symboles et ça fait un tableau fourni, mais c'est vraiment facile hein, le calcul. Hein. Donc la première ligne, c'est d rond L sur d rond T à V, moins d rond P sur d rond T à V. Et la deuxième ligne, ici, je vais tout multiplier par T, parce qu'il y a des 1 sur T un peu partout qui ne servent à rien. Ça simplifie avec lui, et simplifie avec le carré qui est ici. On se retrouve avec simplement d rond CV sur d rond V à T est égal à moins L sur T plus d rond L sur d rond T à V. Et là, c'est vraiment, on voit tout ce qui se passe. On a deux fois la même chose ici. Je peux par exemple soustraire les deux équations ou remplacer. Allez, je vais remplacer. Ces deux quantités ici sont égales. Donc ça est égal à ça.
Regardez bien ici, regardez-le parce que je ne vais pas tout détailler. Donc les deux lignes ici sont égales, hein. Elles sont toutes égales à des ronds CV sur des ronds. Donc ça est égal à ça. Dans cette égalité de ça égale ça, vous avez le terme ici qui est commun aussi. Donc finalement lui est égal à lui. Donc ça vous dit que moins L sur T est égal à moins D rond T sur D rond T AV. Et finalement, L est égal à T D rond P sur D rond T AV. Voilà. Je dis voilà parce que ça c'est un résultat intéressant. Ça vous donne L en fonction des variables d'état T, P, T, la pression et température. Si vous connaissez la fonction d'état, c'est-à-dire comment P varie en fonction de T, eh bien vous aurez L. Vas-y. L, on n'avait pas... Enfin, si on l'avait défini comme une pression. On avait montré pour un gaz parfait seulement. Donc pour un gaz parfait, à partir de là, effectivement, on disait que une dépend que de T, donc ça c'est nul, L égale P. Pour un gaz de Van der Waals, par exemple, ça ne serait pas vrai. Tout ça, ça l'est par contre. Voilà. Pour un gaz de Van der Waals, vous prenez la forme de Van der Waals et vous trouvez. Du coup, ce serait si pour un gaz. Faisons-le. Pour un gaz parfait, que vaut D rond P sur D rond T à V constant. Pour un gaz parfait, la pression c'est LRT sur V. Je dérive ça par rapport à la température, sachant que le volume est constant, ben ça c'est super facile à faire. Ça fait NR sur V. Donc du coup, L, c'est égal à T fois ça, c'est-à-dire NRT sur V, égale P. On est rassuré, ça marche effectivement. D'ailleurs, vous vous rendez compte du coup qu'on peut, à partir de cette loi-là, montrer que U ne dépend que de T finalement. On aurait pu faire ça comme ça. On aurait pu, si je ne vous avais pas dit, pour un gaz parfait, U ne dépend que de T. Bon, si on ne connaissait pas la loi de Joule. Mais si on sait que le gaz parfait obéit à ça, on trouve L de cette manière-là, et donc on en déduit là-dedans que ce terme-là vaut 0, et donc que U ne dépend que de T. On aurait pu faire ça aussi comme ça. Je ne vais pas utiliser ça pour le gaz de Van der Waals, mais c'est juste pour dire qu'on peut, à partir d'une fonction d'état donnée, du coup on peut calculer L. De la même façon, vraiment de la même façon, on peut calculer H aussi, qui intervient dans l'autre équation de delta Q. Ça sera dans les notes, c'est vraiment pareil, il suffit d'utiliser ici non pas DU mais DH. Donc c'est ça qui s'appelle la relation de Clapeyron. Pas écrit, mais... si vous voulez, on le fera la prochaine fois. Le calcul de l'autre relation de Clapeyron de H. Cherchez-la, vous. Normalement, ça ne pose pas de problème, et du coup, on fera ça vraiment en 2 minutes hein, pour vérifier que ce que vous avez fait est correct. Alors, je voudrais terminer ici ce cours par un dernier calcul d'entropie, parce qu'il faut qu'on en fasse quand même pour que vous soyez familier avec ça. Et ça va être... je remets le calcul d'entropie, on a déjà fait quelques-uns. Voilà, celui-là il sera un petit peu différent. Et la situation physique qu'on va considérer, c'est la suivante. On a un piston qui enferme une certaine quantité de gaz à la température P0, à la pression P0. Le piston est sans masse, donc la pression intérieure égale à la pression extérieure. Au début, le volume vaut V0. Et on met ça en contact avec un thermostat ici à la température T1. Si T1 est plus grand que T0, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chauffer le gaz à l'intérieur et ça va remonter le piston. Si T1 est plus froid que T1 est inférieur à T0, ça va au contraire faire descendre le piston. Ce que je propose, c'est de calculer la variation d'entropie de cette transformation.
donc du système. C'est ça qu'on veut pour l'instant. La transformation est-elle réversible ou irréversible? Réversible? C'est un thermostat. Là, on peut si on Bah inverse la oui. température, c'est pas On pareil. a changé de thermostat. Pas faut changer de chaleur. Le thermostat, il est à température fixe? Oui. Bah non, c'est pas réversible. Pourquoi? Parce C'est qu'il monétaire. faudrait qu'il chauffe en même temps que le... Enfin, faudrait qu'il soit à la même température T0 qu'il chauffe progressivement. Là, c'est pas récupérer sa température. Ah oui, Juste en redescendre. Voilà. Alors, si vous vous rappelez de l'argument du film à l'envers, hein, Ouais, là j'arrive, je mets le thermostat, poum, la température augmente. Le film à l'envers, c'est la température diminue alors que le thermostat il est encore là, jusqu'à ce que j'enlève le thermostat. C'est pas ça qui se passe, hein. Ça se peut pas se passer. Donc la transformation est irréversible, effectivement. Donc ça c'est pour vous illustrer encore une fois qu'on peut tout à fait calculer des variations d'entropie quand les transformations sont irréversibles. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser on va calculer séparément le... Qu'est-ce qu'on va faire? Non, faisons le truc comme on l'a déjà fait en fait. C'est-à-dire, pour le système ici, comment est-ce qu'on calcule la variation d'entropie du système? On l'a fait plusieurs fois déjà. Vous vous rappelez comment on fait? faut prendre le système en entier et dire que... Voilà. On imagine un chemin réversible qui va de l'état initial à l'état final. Quel est l'état final? C'est T1 que 0, De P0, P0 et V0 à... Je vous écoute. Donc, ça fait T1, P0, P1. d'accord, donc ça on connaît, c'est la température thermostat, ça c'est la pression initiale, effectivement. Et V1, on sait ce que ça vaut? Il sera en fonction de T. Ouais. V0 plus la section. Ouais, mais il faut savoir combien c'est monté du Ça coup. fera NRT1 sur V0. V0 sur plus. Donc V1, c'est effectivement NRT1 sur... je n'aime pas trop le faire comme ça, vous allez voir. Ça comme ça. PV0 est égal à NRT0. P0 V1 est égal à NRT1. C'est la pression finale c'est P1. Je fais le rapport des deux. Le deuxième par le premier. Ça dit que V1 sur V0 c'est égal à T1 sur T0. Donc ici, ça c'est T1 sur T0 fois V0. Voilà. Tout là-dedans, tout est connu. Voilà quel est le nouveau volume V1. On imagine un chemin réversible qui va de cette transformation-là à celle-là, et on calcule ds est égal à delta Q sur T. Que vaut le delta Q? On a plusieurs expressions qui donnent delta Q. Je vais mettre rêve ici, qui donne delta Q rêve en fonction des variables d'état. Il y en a une qui va être plus pertinente que les autres. C'est la pression constante. Ouais. Donc, effectivement, ça c'est CP dt. Il y aurait aussi un terme en plus dp, mais on va considérer que la transformation est isobare, sur T. Donc ça vous dit que delta S, c'est égal à CP log de T1 sur T0. Voilà, c'est fini. Alors s'il reste 2 minutes, on la rappelle. Ok. Maintenant pour le thermostat, j'ai envie de calculer aussi le delta S du thermostat. Non, lui, on va peut-être s'arrêter là et je vous laisse le chercher. Pour la prochaine fois, vous calculez le delta S du thermostat, vous calculez le delta S de l'univers, et vous allez montrer que c'est quelque chose qui est positif, forcément. D'accord? L'univers, c'est-à-dire du tout De tout, voilà, c'est la somme des deux en fait, la somme des deux delta S qu'on va trouver, montrer que c'est forcément une quantité positive.